Je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet et de regarder ensemble le dossier intéressant d'imagerie thoracique. Il s'agit d'un patient jeune, la vingtaine, qui se présente aux urgences pour des douleurs thoraciques avec une toux, avec une fièvre, avec une dyspnée. A priori, à l'examen clinique, il y a des anomalies auscultatoires au niveau de l'émission pulmonaire droit. On s'orienterait plutôt vers quelque chose d'infectieux, mais le tableau est cliniquement quand même inquiétant et l'urgentiste demande un scanner thoracique pour y voir plus clair. C'est ce scanner qu'on va regarder ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Oana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour l'analyse de ce dossier clinique. Alors déjà, première question, faut-il faire des scanners aux urgences pour toute suspicion de pneumopathie? C'est une véritable question, ça peut se poser en pratique et en dehors de certains centres qui ont des considérations autres. Ce n'est pas recommandé, en tout cas pas actuellement dans les guidelines. Et donc pour ce patient-là, on aurait pu éventuellement se contenter d'une radiographie thoracique. Ça n'aurait pas été aussi intéressant. Et on a donc réalisé un scanner thoracique sans injection. En termes de protocole, nous étions chez un sujet jeune, mince, morphotype tout à fait normal. Donc, pour un scanner thoracique sans injection qui vise à analyser le parenchyme pulmonaire, on peut tout à fait se permettre de réaliser des examens en basse dose, voire même en très basse dose, donc en optimisant les paramètres d'acquisition de manière à avoir une dosimétrie qui est faible. Et chez des sujets jeunes, on peut tout à fait le faire en ultra basse dose, donc avec des dosimétries proches de celles de la radiographie thoracique. En tout cas, sans plus tarder, regardons le scanner thoracique ensemble. Nous avons ici le scanner thoracique en coupe axiale. Vous voyez qu'il s'agit d'un scanner thoracique non injecté. Effectivement, on reconnaît ici un patient jeune. Vous n'avez pas du tout d'arthrose au niveau rachidienne. Vous avez un patient qui a une carrure musculaire bien développée. Donc un sujet jeune, mince. Effectivement, il s'agit d'un scanner thoracique qui est acquis en basse dose. Vous voyez que malgré la reconstruction assistée par deep learning, il y a quand même un certain niveau de bruit au sein de l'image. C'est vrai que ça a été acquis avec une dose optimisée. Et sur cette fenêtre médiastinale, au niveau du médiastin à proprement parler, malgré le caractère faiblement dosé, nous ne voyons pas d'anomalie significative. Il n'y a pas de grosse anomalie en densité spontanée au niveau des vaisseaux. Il n'y a pas d'adénopathie médiastinoïlaire. Nous avons ici un petit résidu thymique qui, chez un patient jeune, est tout à fait habituel. Il n'y a pas d'épanchement péricardique. Donc, pas de grosse anomalie au niveau du médiastin. Au niveau du parenchyme, effectivement, nous voyons dès la fenêtre médiastinale de grosses anomalies en regard de l'émission pulmonaire inférieur droit, avec, et c'est quelque chose que nous reverrons sur la fenêtre parenchymateuse, un niveau liquidien ici déclive, hydroaérique, qui signe un comblement au sein d'une cavitation. Passons maintenant en fenêtre parenchymateuse. Nous avons effectivement cette anomalie au sein du parenchyme pulmonaire droit qui correspond à de la condensation alvéolaire. Nous avons ici une densité qui va effacer les structures normales du parenchyme pulmonaire. Cette condensation alvéolaire ne présente pas de contour bien net, mais a plutôt une forme un petit peu arrondie. Elle est excavée, comme ici, vous le voyez, avec des cavitations qui communiquent largement entre elles et la présence de niveaux hydroaériques. Autour de cette condensation alvéolaire excavée, nous avons des lésions en verre dépoli. Vous voyez des plages en verre dépoli périlésionnelles. Ces plages en verre dépoli n'effacent pas les structures vasculaires normales que nous pouvons encore distinguer au travers. En dehors de ces anomalies, donc condensation alvéolaire excavée avec verre dépoli périlésionnel, le reste du parenchyme pulmonaire est strictement normal. Revenons
à la fenêtre médiastinale, puisque l'un des bons réflexes va être de rechercher s'il existe une anomalie pleurale adjacente, donc une anomalie pleurale droite, et nous voyons peut-être une fine lame liquidienne réactionnelle déclive au niveau de la plèvre droite, mais il n'y a pas, par exemple, de collection pleurale, d'empyème pleural, de fistulisation avec la plèvre. Nous ne voyons pas non plus de franche fistulisation avec l'arbre bronchique, puisque si nous suivons les bronches lobaires inférieures droites, il n'y a pas de communication avec la masse. Donc nous sommes face à une lésion de type condensation alvéolaire excavée avec verre dépoli périlésionnel chez un patient qui est jeune, qui n'a pas d'autres antécédents, sans autre anomalie adjacente pleurale ou parenchymateuse et non plus sans autres anomalies médiastinales, notamment pas de grosse adénopathie nécrotique potentiellement visualisée. Alors évidemment, au vu du contexte clinique qui est avant tout un contexte clinique infectieux, on va évoquer une pneumopathie excavée. Alors à germe, on ne peut pas le préciser au scanner, mais certains germes ont une évolution vers l'excavation qui peut être plus fréquente. Dans les autres diagnostics différentiels, il y a dans les lésions excavées infectieuses la tuberculose. On ne va pas évoquer ici la tuberculose. Pourquoi? Parce que la topographie de la lésion est atypique. Il s'agit d'une lésion qui est ici inférieure, basale, alors que la tuberculose atteint généralement plutôt les lobes supérieurs. Il s'agit d'une lésion qui est unique ici. Il n'y a pas d'autres anomalies plus à distance. Il n'y a pas non plus d'atteinte médiastinale associée. Donc ça reste effectivement une possibilité, ce n'est clairement pas la première possibilité. Dans les autres diagnostics différentiels à évoquer, il y a éventuellement le diagnostic d'infarctus pulmonaire surinfecté. C'est une possibilité du fait du caractère limité à un lobe avec potentiellement une petite base plutôt pleurale. C'est quelque chose qui avait été évoqué sur le scanner initial et donc un angioscanner pulmonaire a été réalisé très peu de temps après pour justement vérifier ou non cette hypothèse. On va regarder cet angioscanner pulmonaire ensemble en sachant que la dernière hypothèse en termes de diagnostic différentiel, c'est celle d'une lésion tumorale excavée. C'est une possibilité, même si là le contexte dans un patient très jeune ne va pas du tout en faveur. Alors regardons l'angioscanner pulmonaire. Vous voyez que l'acquisition est de bonne qualité avec un rehaussement qui est satisfaisant au niveau des artères pulmonaires, même s'il y a encore beaucoup de produits de contraste au sein de la veine cave supérieure, avec possiblement un petit ici syndrome du défilé thoraco-brachial avec une pince qui vient comprimer un petit peu la veine et donc diminuer le débit au sein des vaisseaux. L'opacification reste correcte. Il y a une bonne opacification au niveau du tronc, au niveau des artères pulmonaires droite et gauche, et au niveau des artères pulmonaires lobaires et segmentaires, notamment en lobaire inférieur droit. On ne voit donc pas d'embolie pulmonaire. Ici, ce type d'image que vous voyez, hop, je vais zoomer un petit peu, ce type d'image que vous voyez, c'est simplement des artefacts cinétiques. Quand vous avez ce type d'image, ne prenez pas ça pour une embolie pulmonaire. Vous regardez en fenêtre parenchymateuse et vous voyez ici effectivement un double contour que vous avez ici également au niveau du médiastin. C'est donc simplement des artefacts soit cinétiques, soit respiratoires. Donc il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Il ne s'agit donc pas d'un infarctus pulmonaire surinfecté. Il y a quelque chose de très intéressant sur l'angioscanner, c'est que vous voyez que les vaisseaux traversent la lésion sans être déviés, sans être diminués en calibre ou sans être arrêtés de manière brutale. Ceci est un excellent argument pour le caractère infectieux de la lésion et va complètement en défaveur du caractère tumoral. S'il s'agissait d'une tumeur, et bien par exemple cette artère-là, elle aurait été mangée ou elle aurait été en tout cas attaquée par la tumeur. Elle n'aurait pas eu un trajet et des parois tout à fait normales comme elle l'a actuellement. L'analyse globale
du scanner nous permet de confirmer qu'il s'agit d'une condensation alvéolaire avec excavation, avec verre dépoli périlésionnel, qu'il ne s'agit pas d'un infarctus pulmonaire surinfecté, qu'il ne s'agit pas d'une tumeur, et donc on s'oriente vers une pneumopathie excavée en première hypothèse, avec en deuxième hypothèse nettement moins probable, parce que l'aspect n'y ressemble pas ni la localisation, la tuberculose. Et eh bien, le patient est traité pour ça. Au vu de l'aspect sévère de l'anomalie, il est tout à fait licite de recommander un scanner de contrôle pour voir l'évolutivité et s'assurer d'une bonne évolution sous traitement. Alors le patient a un scanner de contrôle environ 1 mois après l'instauration d'une antibiothérapie adaptée. Voici donc le scanner de contrôle réalisé 1 mois après l'introduction du traitement antibiotique. Eh bien, on voit une excellente évolution puisqu'on a une franche diminution en taille de la condensation alvéolaire avec quasiment une absence de condensation alvéolaire résiduelle et simplement une excavation résiduelle. On a une diminution qu'on peut considérer comme totale du verre dépoli périlésionnel. Et enfin, on a aussi un critère tout à fait en faveur du caractère infectieux de l'anomalie, c'est la régularité des contours internes. Cette régularité des contours internes, elle est totalement en défaveur du caractère tumoral. L'évolutivité clinique était bonne, l'évolutivité en imagerie était bonne, il n'y a pas forcément intérêt à poursuivre le traitement, on considère qu'il s'agit d'une pneumopathie excavée qui a bien évolué sous traitement et donc pas forcément de nécessité de suivre outre mesure par scanner ou même par radiographie ce patient. Alors, que retenir de ce dossier clinique? Là, ici, le dossier était relativement facile puisque la présentation clinique était extrêmement en faveur d'une pneumopathie infectieuse, tout collé, la douleur, la toux, la fièvre, le patient jeune sans aucun antécédent. Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, c'était assez facile. Mais on l'a vu à plusieurs reprises, parfois la présentation d'une pneumopathie n'est pas aussi typique et le diagnostic différentiel peut alors être un petit peu plus délicat, surtout avec une lésion tumorale. On l'a déjà vu, je vous remets le lien vers la vidéo. Donc, dans ces cas-là, eh bien, on va reprendre les éléments qu'on a vus ici, les éléments qui sont notamment la normalité des vaisseaux qui traversent la lésion. Ça, c'est un bon élément d'orientation. Les éléments qui sont également les contours internes bien réguliers, des éléments d'évolutivité, avec, dans les cas douteux, ne pas hésiter à refaire un scanner précoce à 3-4 semaines pour voir l'évolution. Et tous ces éléments-là, en règle générale, permettent de bien adresser est-ce qu'on est en face d'une étiologie infectieuse ou en face d'une étiologie tumorale. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu. Je vous dis à une prochaine sur la chaîne. À bientôt.